J'aimerais maintenant vous proposer une nouvelle promenade qui élargisse la réflexion sur le cœur patrimonial en rapprochant des rues de la ville et des tableaux de peintres européens ou américains souvent méconnus. Parce que le plan local palpite avec le plan général. Nous nous immergeons dans la ville en son losange de remparts, structuré par l'orthogonale de ses rues à la confluence des fleuves. Un œil intime ouvert à la présence de l'abstrait. Bayonne, développé au pied de sa cathédrale et de son château vieux, avec ses tours aux angles arrondis qui assurent une circulation horizontale du regard. Conserve-t-il le souvenir de Richard Cœur de Lion? Il fait face paisible à la ville moderne. Londres, en 1930, peinte par Nevinson, avec ses flux, ses réseaux de câbles tendus sur les bâtiments historiques. Circulation, électricité, télécommunications, omniprésence des mots dans le paysage visuel. Les rues du centre-ville mènent-elles à la cathédrale? Ces flèches indiquent un chemin intérieur, transcendant. Et pourtant, c'est sur terre que se réalise la puissance, dans le déplacement concret, automobile, des gens, des richesses accumulées dans les boutiques, marchandises et publicité. En Allemagne, les arts et les techniques industrielles se sont alliés dans le Werkbund depuis 1907. Dans cet autoportrait de 1926, le peintre George Scholz rappelle ce trio ville, bourgeoisie, marchandise. Mais il invite aussi à retrouver derrière les produits finis les choix du grand capitalisme, du fer, du pétrole. En 1924, il y a tant de voitures à Bayonne qu'un enfant est écrasé porte d'Espagne. En 1926, un journaliste se plaint même des PV donnés par la ville quand l'heure de stationnement est dépassée. Le cœur vivant et commerçant des choses belles, bonnes, nécessaires, c'est les Halles. Leur belle architecture de fer, ailleurs, dans le nord, c'est le paysage transformé par l'industrie. C'est la ville de Charleroi, peinte en 1930 par un certain Petrus Paulus. Dimension populaire, avec les ouvriers, employés, paysans, gens de la classe moyenne. Ce repas des amis de la peintre hollandaise, Charlie Toorop, en 1932, exprime la solidarité et le partage. Voyez en haut l'accueil de l'étranger à la trogne bizarre, à la gueule cassée. En ces temps-là, les quais galuperies du petit Bayonne paraissaient prospères. La rue Thiers. Thiers dont le nom évoque les durs conflits sociaux du XIXe siècle, nous absorbe dans sa perspective de richesse, avec ses larges allées, ses hôtels, ses beaux magasins. À l'angle de la rue Orbe, une boutique d'optique et de photographie représente le progrès technique, que Diego Rivera célèbre dans sa fresque L'homme contrôleur de l'univers en 1934 à Mexico. Entre les deux lentilles se concentre aux mains de la civilisation une puissance impensable auparavant. Énergie nucléaire, chimique, céleste, cellulaire, tandis que les oppositions entre capitalistes et partis du prolétariat préparent de nouveaux affrontements par voie d'armes ou de propagande. Au cœur de la cité, l'idéal de justice vacille sous les apparences. C'est l'ancien palais de justice en 1934 à gauche. Des affaires troubles commencent à projeter une ombre inquiétante sur l'époque, qui semble tomber malade. C'est un portrait de médecin par le peintre allemand Christian Schad en 1928.
Et avec cette photo du centenaire du cardinal Lavigerie devant la cathédrale, il faut rappeler qu'en 1931, la France était encore un empire colonial. Ce portrait, par Boutet de Monvel, est celui du directeur général de Citroën et chef de leurs expéditions au Sahara, en Afrique, en Indochine. Du côté des remparts, le site allait-il devenir ce que l'américain Charles Schiller appelait un paysage classique? À l'ancien vélodrome paissaient encore les vaches, et les jours de fête, les courses cyclistes faisaient oublier tous les soucis. Fernand Léger a peint ces années 30 populaires, qu'on retrouve dans un petit film tourné ici. On aimerait en rester là. Mais la tension grandit entre la liberté des uns, symbolisée ici par la Bugatti verte de Tamara Lempicka en 1929, et la culture des masses. Le Tour de France au Pont Mailloux en 1925 apportait dans ses caravanes les produits et les mœurs de la consommation industrielle. En Italie, le populisme grossissait en fascisme, avec Mario Cironi. Le progrès promis à tous s'empêtrait dans les conflits. On prenait le tramway vers Saint-Esprit, Paulmy, vers le Polo Beiris, où Étienne de Balzan avait acheté dans les années 20 de grands terrains pour faire jouer au polo roi d'Espagne et prince de Galles. Sur d'autres terrains, le peintre Reil Hanisch nous montre en Allemagne en 1932 une bagarre entre nazis et ouvriers dans un paysage industriel. De riches estivants venaient s'amuser aux arènes de Bayonne. Tandis que plus à l'est, encore en Allemagne, on chante l'Internationale. C'est un tableau d'Otto Griebel de 1930. C'est l'industrie du spectacle qui aide à résorber la crise de la Grande Dépression. Comédie, par John Stewart Curry en 1934, mélange cinéma, comédie musicale, cirque, burlesque, jazz, illustré pour enfants et dessins animés. En URSS, la seule voie ouverte aux artistes, c'est le réalisme de la propagande. Travailler, construire et ne pas se lamenter, a écrit Deineka sur cette affiche. L'idéal d'un corps plus fort, plus libre, cède à la réactivation des mythes de puissance. Artistique encore, néo-archaïque chez Despiot, il est outrageusement arianisant dans l'esthétique nazie de Torak. Otto Dix, 1933, Les 7 péchés capitaux. À Bayonne, l'appartenance régionale ne devient pas un racisme identitaire. Des peintres formés à Bordeaux descendent vers le Pays basque et peignent la rustique beauté de la terre. Dans la culture locale, les pelotaris et les rugbymen de l'Aviron côtoient les belles au Pégara d'Hélène Lissaga et les paysages de Pierre-Albert Bégaud à Bidaraï. Revenu à mon point de départ, je m'allonge sous l'arbre.
L'horizontale des chemins terrestres s'enroule sur l'artère verticale qui plonge ses racines dans le ciel. C'est un tableau peint par Georgia O'Keeffe en 1929. Les années 30, ce serait l'ambition de réaliser socialement la liberté d'esprit et de circulation, mais de façon encore trop inconsciente, dans l'intention capitaliste de réaliser l'art par la transformation des villes au profit de l'économie et sa vedette, l'automobile. Bayonne, dont les eaux calmées de la Dour et de la Nive reflètent 10 siècles d'art et de civilisation. La vieille cité vit intensément dans ses rues étroites, dominée par sa cathédrale au style si pur. Bayonne a son musée, son institut des hautes études régionales. De larges avenues baignées d'ombre et un port où règne toute l'activité d'une industrie renaissante. Superbe photo prise par M. Galtier en 1932. À partir de 1926, la construction des 4 bâtiments emblématiques du Nouveau Bayonne s'appuie sur la rue militaire, la rue du 49e régiment d'infanterie, l'immeuble Le Perroquet, l'hôtel des Postes, le garage Nivadour et l'immeuble Jordan. Voici la rue militaire avant travaux. À sa construction en 1928, l'immeuble Le Perroquet des frères Soupre, pensé comme un palais moderne, était peint. Sa modernité, c'était l'absence de modénature, de décor de relief sur la façade. Rappelez-vous Adolphe Loos. Seuls des beaux windows symétriques et des balcons de fer forgé rythment ces imposants 6 étages. Les modillons sous la corniche lui gardent un aspect classique. Dedans, le décor est minimaliste, avec des fines gouttes bosselées et des triples rainures qui radicalisent le vocabulaire grec. Le motif de ferronnerie en vasque d'eau ou d'air qui plonge et qui jaillit stylise une forme antique. Il rappelle celui de Malaï ou du pavillon de Paris. Au fond de l'entrée, un ascenseur à voiture pour le progrès technique et les commodités de standing.